Bonjour à toutes et à tous, bien sûr, et bienvenue sur Sport Mag. On est aujourd'hui au Salon des Maires 2021 et dans le cadre de cette table ronde, on va se projeter un petit peu vers le futur avec notamment les trois personnes qui m'accompagnent autour de ce plateau. Le grand thème aujourd'hui, c'est la pratique du sport loisir, la pratique du sport aussi également professionnel. Comment va-t-elle se matérialiser dans les années à venir, dans un futur proche, dans un pays où justement la pratique du sport évolue énormément et après une crise de la Covid-19 qui a complètement fait muter l'approche sportive des Français. Autour de moi, j'ai tout simplement Stéphane Cromer de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. Bonjour Stéphane. Bonjour. On rappelle que vous êtes également adjoint au maire de Luxeuil-les-Bains. Je l'ai bien prononcé? C'est exactement ça. Luxeuil-les-Bains, vous êtes vice-président de la communauté des communes du pays de Luxeuil et vous avez aussi également des fonctions au sein du basket, si j'ai bien compris. Oui, accessoirement, oui, depuis une trentaine d'années. C'est bien de le rappeler, bien évidemment. À vos côtés aussi également Ludovic Mariette, consultant chez Sport Value. Ça fait 9 ans que cette aventure continue. Consultant sport, spécialiste sport, on rappelle. Oui, Sport Value est un cabinet de conseil qui est dédié au sport, donc à 100% sport. Ouais. Donc ça veut dire que le travail de prospective, c'est quelque chose qui n'a aucun secret pour vous, hein. Ça serait prétentieux de dire ça, mais oui, on fait de la prospective pour nos clients, effectivement, qui sont dans tout l'écosystème du sport au sens large. D'accord. Et puis également avec nous, Vincent Chaudel, expert en communication et marketing appliqué au sport. Vous êtes également chroniqueur dans de nombreuses émissions que l'on connaît très bien. Pour une certaine revue également, on va la citer, la revue de l'After, parce que c'est une revue de qualité. Et vous êtes également directeur de la communication et du pôle sport du cabinet de conseil Kurt Salmon. C'est bien ça? Alors, ça a un peu évolué, puisque le cabinet Kurt Salmon, en son nom, n'existe plus. Je suis surtout le cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, qui est un think tank sur le sujet de l'économie du sport en France depuis maintenant plus de 10 ans. Et puis, on a, avec quelques amis, lancé Inesport, qui est une structure aussi qui accompagne différents types d'acteurs sur les sujets de sport en France et à l'international. Notre objectif, vous le savez, sur Sport Mag, tout au long bien sûr de cet événement, le Salon des Maires, c'est bien sûr de traiter le sport comme vecteur de développement et de rayonnement justement des territoires. Pour commencer, je vais donc vous donner la parole, Stéphane, pour nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'Association nationale des élus en charge du sport, pourquoi ça a été créé et quel est l'objectif de cette association. L'Association nationale des élus en charge du sport, l'ANDES pour le dire de manière plus rapide, c'est une association qui fédère tous les adjoints ou tous les élus au sport des communes et communautés de communes aujourd'hui sur le territoire national. Ça veut dire qu'en réseau aujourd'hui, c'est 8000 communes qui sont en contact de l'ANDES. C'est-à-dire que chaque fois que nous, on a besoin de travailler, c'est 8000 collègues qui sont fédérés au sein de cette association. Association qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine, qui est née autour d'un match de rugby dans le sud il y a 25 ans, parce que effectivement les adjoints au sport des clubs de rugby du coin se sont dit ça serait bien qu'on se mette autour d'une table et puis qu'on puisse échanger sur nos pratiques, sur nos expertises ou sur nos problématiques. Et au final, a été créée une association qui a grossi et qui aujourd'hui est, j'allais dire, le réseau des experts en matière de sport pour les collectivités territoriales, puisqu'on a tous les adjoints au sport, quel que soit le territoire, outre-mer, en France, dans le nord, dans le sud. Et on traite toutes les problématiques que peuvent rencontrer les élus au sport. Donc, deux objectifs de l'ANDES. Un, c'est bien évidemment ce réseau d'échange entre les élus sur les bonnes pratiques, sur des thématiques spécifiques, mais aussi de défendre les intérêts des collectivités territoriales dans les domaines du sport, que ce soit au niveau de l'Agence nationale du sport, au niveau du ministère, chaque fois qu'on nous demande notre expertise, l'ANDES, qui est finalement le réseau sport des élus locaux, est présente et essaye de défendre ces problématiques. Alors vous mettez en place un rapport de prospective, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place il y a maintenant quelques semaines. L'étude commence tout juste, la prospective, c'est la situation et la situation du sport en France, pour les années à venir, notamment la période 2026-2030 qui nous intéresse. Sur quel constat de base justement a été motivée cette prospective 2026-2030 ? En fait, l'idée est venue après la période sanitaire qu'on a connue. Alors, l'ANDES siège au sein de l'Agence nationale du sport, où vous savez, dans le cadre de la nouvelle gouvernance aujourd'hui, il y a 4 collèges distincts, donc l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique. Et on s'est aperçu pendant la période sanitaire que chacun a pu amener dans les difficultés qu'on a rencontrées au sein de l'agence, au sein de la collégialité autour du sport. Chacun a pu amener des données, une expertise. On s'est serré les coudes, pour dire franchement les choses, pour passer le cap de cette expertise, de cette période sanitaire, chacun en amenant son expertise. Et donc à l'issue,
si on peut considérer qu'on en est un peu sorti, l'ANDES a proposé au conseil d'administration de l'agence finalement de compiler cette expertise de chacun, de faire la même collégialité au sein d'une étude, parce qu'on s'est aperçu que chacun, dans son silo respectif, avait tout un tas de données, avait tout un tas de documents ou d'études qui avaient déjà été faites, mais qu'elles étaient chacun dans son domaine d'intervention. Et donc l'idée de l'ANDES, et qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble des collèges de l'agence, puisque l'agence participe à l'étude, le CNOSF, le CPSF, mais aussi l'Union Sport et Cycle pour le monde économique. Les 4 collèges participent à cette étude. C'est de faire une étude sur les attentes et les besoins des acteurs du sport en France. Une étude prospective, oui. D'abord une étude rétrospective, j'allais vous dire, pendant les premiers mois, pour voir compiler tout ce qu'on possède déjà, et puis faire une étude prospective pour voir quels sont vraiment ces besoins, et si possible d'orienter nos politiques sportives nationales en fonction de ces besoins pour qu'il y ait une vraie adéquation entre ce que nous proposons au niveau national et ce qui les collectivités ou tous les acteurs ont besoin sur le terrain. L'une des grandes problématiques, on peut le dire en tout cas, de notre époque, c'est-à-dire les grandes politiques nationales, est-ce qu'elles sont véritablement en adéquation avec les besoins locaux en définitive? C'est là que vous allez essayer de répondre à cette question. Complètement, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau national qui ne sont pas utilisées dans les territoires, et à l'inverse dans les territoires, des choses dont on a besoin et qui ne sont pas épaulées au niveau national. Donc l'idée, c'est vraiment de faire l'adéquation entre les deux, dans une période compliquée où le sport, vous l'avez dit tout à l'heure, a beaucoup évolué dans sa pratique, dans l'absence de contraintes, dans ses modalités quotidiennes, mais aussi avec un événement qui va arriver en 2024 et qui fait qu'aujourd'hui, on a un coup d'accélérateur sur le sport. Mais je pense que la période après 2024, il faut vraiment y réfléchir dès aujourd'hui, parce que quand le rideau des Jeux Olympiques de Paris va se baisser, ce qui n'a pas été préparé avant risque d'être un vrai problème après. Je vais peut-être me faire l'avocat des mauvaises langues, et je me retourne vers vous, Vincent, et également vous, Ludovic. Est-ce qu'il y a une nouvelle perception justement du sport en France? Je parle de la population, mais je parle aussi évidemment du pouvoir politique et des collectivités locales. Alors, de toute évidence, oui, si on se rappelle le début de la pandémie, on nous a expliqué au niveau politique que le sport était secondaire et que ce n'était pas très important. On s'étonnait même d'ailleurs que pour le football professionnel, l'Allemagne reprenne. On se dit, mais pour des raisons économiques? Bah oui, parce que le football professionnel en France, par exemple, c'est 35 à 40 000 emplois. Donc oui, c'est important. Il y a, au niveau des territoires, si on regarde les sports de montagne, le nombre d'emplois qui ont été gelés ou la difficulté, la précarité que ça a entraîné, oui, c'est important d'un point de vue économique. Mais on s'est aussi rendu compte pendant cette pandémie, et essayons de trouver des aspects positifs, que le sport était important pour les Français d'un point de vue aussi moral, santé, pour se dépenser, ne pas prendre des kilos en trop, on en est tous là malheureusement, mais aussi moral. Et donc très rapidement, la perception d'un point de vue très haut au niveau de l'État par rapport au sport a changé. De quelque chose de superflu, c'est devenu quelque chose d'essentiel, où on a accepté l'idée qu'il fallait autoriser les gens à sortir pour pratiquer. Et on a eu le problème, et on peut le comprendre, de la gestion de la pandémie avec les lieux fermés, mais favoriser le retour à la pratique a été important. Maintenant, un des enjeux de Paris 2024, c'est de faire de la France, non pas un pays de sportifs, parce qu'on a de très grands sportifs, on a toujours eu de très grands sportifs, mais un pays de sport, une nation sportive. Et là, le challenge, il est pas simple à relever. Déjà, un des premiers challenges, et les collectivités, le rôle des collectivités va être terriblement important, c'est d'aider le tissu fédéral, les clubs, à retrouver des bénévoles. Parce que, d'accord, il y a eu les Jeux Olympiques, et derrière, on a toujours une demande de pratique qui revient, notamment des enfants, tant mieux, mais il faut pouvoir les encadrer. Donc, un retour des bénévoles, un retour des cotisations, ce qui n'est pas facile non plus, et un retour aussi de la pratique, je dirais encartée. C'est-à-dire que malheureusement ou heureusement, peu importe la réalité des choses, c'est qu'on a appris à vivre chacun chez soi, pratiquer en prenant ses baskets, son vélo, tout seul, en dehors des clubs. Et la force du sport, c'est de créer aussi du lien, de l'interaction. Il y a des solutions qui sont développées, des solutions digitales où on a pu recréer une forme de communauté, d'interaction. Mais le vivre ensemble que l'on peut avoir dans le club de quartier est terriblement important pour la santé, mais pour le lien social aussi. Il ne faut pas faire du sport l'alpha et l'oméga de toutes les politiques, mais on se rend compte quand même que
la pratique du sport, elle peut répondre à beaucoup de problématiques publiques, de politique publique au sens noble du terme. Et pour le coup, si on a tous souffert de cette pandémie, j'ai comme l'impression que ça va être un héritage positif parce que le regard des politiques sur la chose du sport a changé ou est en train de changer. On l'a vu, et je me retourne vers vous Ludovic, on a vu lors de cette crise que justement les collectivités locales se sont quelque part réappropriées un petit peu la question de la santé. Et comme vient de le dire Vincent très justement, lorsqu'on se réapproprie la problématique de la santé, forcément le sport est l'une des solutions idoines qui nous vient tout de suite en tête. Oui, tout à fait. Alors pour compléter ce que disait Vincent, il a parlé de la crise et de l'aspect économique, mais il y a aussi une reprise de conscience de la part des Français que le sport était bon pour la santé et pouvait protéger contre les maladies, le Covid particulièrement, mais l'ensemble des maladies. Donc ça a été un point qu'on peut juger plutôt satisfaisant de cette crise, de cette reprise de conscience. Et puis par rapport à ce que vous dites, la santé c'était très régalien jusqu'à cette crise sanitaire. Et puis petit à petit, les collectivités ont mis en place des centres de vaccination. Et comme vous le disiez très justement, se réapproprient un peu cet enjeu de la santé pour leurs administrés et la population. Et donc le sport automatiquement pour la santé vient en première ligne. Et puis comme disait Vincent, le sport c'est de la cohésion, c'est de l'éducation, c'est du vivre ensemble, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous, parmi tous nos clients, des démarches sur la restructuration du mouvement sportif, sur la mise en cohérence des offres qu'il peut y avoir sur les territoires. Il y en a beaucoup et les collectivités sont très intéressées par cette reprise en main du sport, si on peut le dire, justement parce que c'est bon pour la santé particulièrement et puis c'est bon pour beaucoup d'autres politiques publiques. Donc il y a cet enjeu d'accompagner la structuration et la modernisation du mouvement sportif d'une manière générale. Et puis l'élu pourra nous le dire, il y a aussi une prise de conscience de plus en plus des collectivités de se dire on va aussi parler à ces sportifs qui pratiquent hors cadre, hors association, pour leur proposer des offres, des équipements et des choses qui peuvent inciter l'ensemble de la population au sens large à pratiquer du sport, parce qu'aujourd'hui le sport il n'est pas pratiqué que dans les associations sportives. Vous l'avez dit, ce sera d'ailleurs une question collégiale pour vous trois. La pratique du sport, forcément, elle a changé avec la Covid-19. Vous l'avez évoqué avec le côté interactif, le côté sport aussi à domicile. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des haltères, on fait désormais des packs d'eau. Je résume un peu, mais c'était un peu l'ambiance il y a malheureusement 1 an et demi. Est-ce que justement, tous ces constats-là en sortie de crise ne nous laissent pas penser que le maillage sportif aujourd'hui dans les collectivités locales doit être complètement revu, réorganisé? Vous venez de le dire, Ludovic, de manière très claire, le sport devient pluriel, entre guillemets, et quelque part, est-ce que ce n'est pas les collectivités elles-mêmes qui vont devoir proposer aujourd'hui leur pratique sportive? Question collégiale, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire, c'est ça que je voulais dire, il y a un travail de fond. Alors, juste une phrase, il y a une tendance qui avait commencé avant la crise sur les pratiquants libres ou hors cadre fédérés, comme on les appelle, mais qui a été accélérée par la crise à mon sens. Est-ce qu'ils vont revenir dans les clubs, ceux qui ont quitté les clubs? C'est une grande question. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les collectivités, quand elles regardent leurs statistiques, et l'élu pourra nous le dire, il y a la moitié enfin 3/4 des Français disent pratiquer du sport régulièrement, et quand on regarde les statistiques sur une ville par rapport, enfin le nombre de licenciés par rapport à la population, on est rarement au-delà de 20%, donc ça veut dire qu'il y a quand même une part non négligeable qui pratique hors association ou hors club. Et effectivement, il y a deux options, il y a de se dire on les laisse de côté et puis on les incite à rejoindre les clubs, mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent vraiment? Je ne suis pas sûr. Ou est-ce qu'on se dit on va essayer de leur proposer un cadre de pratique, des facilités d'accès à une offre particulière sans contrainte, etc. Moi j'observe chez nos clients qu'on est dans cet esprit-là, que ce soit sur des offres ponctuelles en été, des gymnases ouverts à la population, à Mulhouse par exemple, enfin pour citer des villes de manière très précise. Donc moi j'observe cette tendance-là sur des collectivités qui acceptent ou qui se disent que le sport il n'est pas que dans les associations, mais qu'il y a
y a des offres à apporter ou des services à apporter à l'ensemble des pratiquants sportifs. Mais je ne sais pas, Monsieur Cromer, ce que vous en pensez. Votre avis là-dessus, on a la sensation que non seulement puisque la pratique fédérale a changé, il va falloir que les fédérations se restructurent, changent de modèle, on a la sensation aussi qu'il va falloir développer tout ce qu'il y a à côté de la pratique fédérale. Il y a une injonction paradoxale sur ce sujet, parce qu'on est sur quelque chose où les gens veulent de la pratique sportive hors cadre de club, hors cadre fédéral. Et nous, de notre côté, pour pouvoir créer des équipements sportifs, on demande à ce qu'il y ait un collectif. Parce qu'on a besoin d'assurance, on a besoin de signer des conventions de mise à disposition, on a besoin de sécuriser la pratique. Et donc, il y a quelque chose qui est paradoxal parce qu'on n'arrive pas à faire matcher les deux. Et j'allais dire, la vraie... là où est la variable qui nous permettrait de lier tout ça, c'est le cadre fédéral. C'est-à-dire qu'à un moment, les fédérations sportives, olympiques ou pas, c'est pas le sujet, peuvent être là pour faire venir dans le giron fédéral des gens qui ne veulent pas pratiquer le sport traditionnel. Alors, je ne vais pas parler d'une fédération que je connais bien, mais beaucoup de fédérations aujourd'hui réorientent leur pratique. Le tennis avec du paddle, le handball est en train de réfléchir sur le hand à 4, le foot a réorienté sur d'autres pratiques plus ludiques. Il y a beaucoup de choses. Le basket sur le 3-3, hein, je vais le dire à un moment. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a un terrain de 3-3 derrière, donc c'est compliqué de ne pas le dire. Mais voilà, il y a une réorientation des fédérations qui va nous permettre, nous, d'accompagner. Parce que je rappelle quand même, les collectivités sont propriétaires de 80% des infrastructures sportives en France. Donc aujourd'hui, la pratique du sport sans les collectivités, c'est compliqué. Au même titre que pour nous, la pratique du sport sans les fédérations et sans les clubs, c'est compliqué aussi. Donc il y a, à mon avis, à marier tout ça pour arriver au meilleur consensus. Il y a une vraie demande. On a dans toutes les mairies des gens qui viennent toquer au bureau de l'adjoint au sport ou du maire pour dire moi je veux pratiquer à l'extérieur sur du street workout, sur des chemins de course, sur des murs d'escalade, sur des choses qui peuvent se pratiquer de manière individuelle. On essaie d'y répondre autant que faire se peut, mais on a besoin quand même d'une structuration pour le faire. Il y a le monde fédéral, il y a les collectivités, mais il y a aussi le monde économique qui s'intéresse à ça. Et le sport privé, aujourd'hui, tire son épingle du jeu avec des clubs privés qui sont de plus en plus prégnants, avec la création de beaucoup de choses qui se font autour du sport traditionnel, mais dans un mode privé, et sur lequel il faut peut-être qu'on regarde aussi. Donc tout ça est en train d'évoluer. Je ne sais pas si les choses vont aboutir dans les semaines ou dans les mois qui viennent, mais nous, en tout cas, au niveau de l'Andes, on s'y intéresse parce qu'il y a un vrai enjeu et qu'on ne pourra pas faire l'économie de regarder cette mutation du sport sans s'y intéresser de manière prégnante, parce que si on essayait de rester sur le cadre traditionnel, on passerait complètement à côté des choses, ça c'est une certitude. Alors pour aller dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, déjà, il y a plusieurs sports. Il y a le sport que l'on regarde et celui-là, les collectivités, d'une façon générale, quel que soit le sport, les collectivités ont un rôle prépondérant par rapport aux équipements, par rapport au financement. Alors, sur le sport professionnel, un peu moins aujourd'hui, mais sur les équipements, c'est un rôle majeur. Il y a le sport privé et les acteurs privés, par rapport à ça, savent s'organiser, mais le rôle de la vie associative va au-delà de la santé, de la mise en action. C'est du lien social et au niveau d'une collectivité, c'est terriblement important. Il ne faut pas opposer les deux, mais ce qui est clair, c'est que le monde associatif, le monde fédéral, s'est construit historiquement sur une approche compétitive. Et c'est là où les citoyens que nous sommes à un moment donné, peut-être avec l'âge aussi, on a tendance à quitter ce monde associatif parce que s'entraîner 2 fois par semaine pour faire un match forcément le week-end et pas nécessairement voir ses enfants, par exemple, c'est devenu compliqué. Et là, les collectivités ont probablement un rôle pour accompagner le monde fédéral, le tissu associatif dans cette transformation. Comme vous l'avez évoqué, c'est un virage qui a commencé à être pris réellement avec des pratiques différentes, plus ludiques, plus courtes, qui consomment moins de temps libre. Je crois que sur l'aspect économique, par exemple, j'évoquais les difficultés des associations. Le rôle des collectivités a toujours être à côté d'elles avec les subventions a été très important l'année dernière et le sera encore dans les années à venir. Mais si on veut que les associations aient leurs moyens, par exemple, je crois beaucoup à la transformation digitale, au rôle du digital. Au niveau, là où il y a quelques décennies, on avait des réflexions dans les collectivités de maisons du sport pour mutualiser les moyens et aider les associations à vivre.
peut-être qu'il y aura des maisons du sport digitales désormais à l'avenir qui permettra aux clubs associatifs, chacun étant trop petit pour développer sa solution, mais peut-être qu'il y aura des solutions à mutualiser. Et là-dessus, il y aura probablement pour les 2026-2030 une opportunité pour les collectivités d'accompagner cette transformation de la pratique et des attentes pour soutenir le maillon qui est très important que vous avez évoqué, parce que vous avez besoin d'interlocuteurs. Et le sport non encarté vous pose ce problème-là, c'est-à-dire mettre un équipement et pas savoir qui va l'occuper, qui va en être responsable, qui pourrait être votre interlocuteur en cas de problème. C'est un sujet pour vous. Et évidemment que pour les collectivités, avoir une association, un club en face, c'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus facile à traiter. Mais il faudra, et encore une fois, je ne veux pas opposer le secteur marchand et le secteur associatif, mais le secteur marchand, c'est investir pour développer ces solutions. Elles sont mutualisées. Il y a des réseaux de centres de pratique sportive qui peuvent avoir des solutions pour challenger les uns les autres, etc. Mais au niveau du club local, c'est trop petit. Donc ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire. Le maillon collectivité peut être une solution. Ouais, j'ai juste un bémol à apporter par rapport à des expériences concrètes que l'on a. Alors que les fédérations soient conscientes de ces enjeux, de se diversifier, de proposer des offres plus simples, avec moins d'engagement, on est tout à fait d'accord. On parlait du basket, et du tennis avec le paddle et de ces différentes offres. Ça va dans le sens de l'histoire, à mon avis, et de la demande. Mais par contre, nous, on travaille en ce moment pour une ville qui est dans la banlieue de Grenoble. Je ne vais pas la citer, c'est pas l'essentiel. Et donc on fait un diagnostic avec tous les acteurs sportifs, les présidents d'associations sportives, etc. Et ils sont tous d'accord pour dire que le sport évolue, se modernise, que les attentes des pratiquants évoluent, que les contraintes associatives sont un frein à l'adhésion, etc. Et ensuite, quand on se projette et qu'on dit alors il va falloir lancer des offres sans engagement, des offres au trimestre, au semestre, faire de la découverte, faire du parcours omnisport, etc. Il y a en bout de chaîne du maillon fédéral des résistances qui sont extrêmement fortes et qui sont difficiles à déployer pour une fédération. Donc nous, on était confrontés à vraiment ce repli sur soi et ce refus. Et moi, ma crainte, c'est ça, c'est de me dire les fédérations prennent conscience, mais déployer vite, essayer de sensibiliser dans les territoires, donc avec l'aide des collectivités évidemment. Mais il y a un enjeu parce qu'après, donc, les pratiquants ne vont pas s'y retrouver et vont aller chercher du sport ailleurs chez le secteur privé lucratif. Et puis ces clubs-là vont se retrouver à nouveau en difficulté parce qu'ils ne vont pas répondre à la demande. Moi, ma crainte, c'est celle-là, c'est vraiment de l'acceptation de ces évolutions par les clubs et les dirigeants de clubs en bout de chaîne. Et effectivement, on l'a dit, le retour des bénévoles est extrêmement compliqué, nous on l'observe. Donc c'est pas simple pour eux. Mais il y a quand même cette résistance-là qui est très très forte parce que le sport est conservateur, parce que c'est historique, parce que le sport est compétitif à la base. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose aussi également qui a changé, c'est la communication autour du sport dans notre pays, la communication même étatique, entre guillemets, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le sport a été associé à la performance, qui a pu rebuter certaines personnes. Le sport a été aussi parfois associé à un côté esthétique. Aujourd'hui, on parlerait davantage de bien-être, de bien vivre, on va dire, dans sa peau. Et à partir de là, et à partir de ce constat, vous me direz s'il est vrai ou pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième volet? Et c'est peut-être là, justement, Stéphane, que cette prospective va être intéressante, c'est ce dialogue entre l'État et justement les collectivités locales, c'est-à-dire les réflexions étatiques et le besoin réel de ces collectivités locales, c'est-à-dire qu'elles soient en adéquation aussi également avec aujourd'hui les habitudes et habitus des sportifs français et les nouvelles habitudes qu'ils ont prises. Mais je pense que la mutation dont on parlait tous les trois, finalement, elle doit être vécue par tout le monde. Alors oui, j'entends qu'il y a des freins au niveau fédéral, mais le monde fédéral est basé sur un monde de clubs. Et un club sans adhérents, sans cotisation, sans avoir un engagement d'y être sur l'année, peut difficilement vivre. Les collectivités de la même manière. Et l'État, qui finalement supervise tout ça, avec l'aspect régalien, se doit aussi d'avoir des interlocuteurs qui vont mettre en place ces choses. Aujourd'hui, si je peux qualifier ça de manière un peu triviale, on est face à une ubérisation du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils veulent
demander du sport, ils veulent du sport tout de suite et du sport sans contrainte demain. Ils sont quitte à y mettre des moyens, ça ne pose pas de soucis particuliers. Et donc on a un vrai enjeu à répondre à cette demande. Après, je pense que le club n'est pas complètement éteint. Les clubs ont traversé la période sanitaire avec des hauts et des bas, mais au final, ils en sortent plutôt en bonne santé. On s'aperçoit que les licenciés reviennent dans les clubs, les licenciés, j'allais dire, de sport traditionnel reviennent dans les clubs, notamment les plus jeunes, mais c'est l'encadrement. C'est l'encadrement. Et donc si on doit évoluer, tout le moins, si on veut essayer de sauver déjà le modèle traditionnel du sport, il faut qu'on ait un vrai levier sur l'encadrement. Après, il faut qu'on étudie cette question des nouvelles pratiques sportives. Voilà. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on veut parler de sport, on doit quand même conserver la partie traditionnelle et donc le sport d'élite, le sport de performance aujourd'hui et le développement des pratiques. Et si vous regardez bien, au niveau de l'Agence nationale du sport aujourd'hui, c'est les deux leviers qui sont utilisés. C'est le développement des pratiques et la haute performance sportive avec les Jeux Olympiques, avec tous les championnats du monde et autres, ce qui est piloté par Claude Onesta. On doit travailler sur ces deux leviers et je pense que la déclinaison, aujourd'hui ça se fait au niveau de l'État, la déclinaison doit se faire jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au niveau des collectivités. Mais peut-être aussi que les fédérations doivent y réfléchir. Je sais que certaines travaillent sur des offres de type concurrentiel, de type privé. D'autres réfléchissent sur des modalités effectivement de pratique sportive, de sport contact. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une licence à la journée. Voilà, ça se fait pour le golf par exemple aujourd'hui. Vous avez envie d'aller jouer au golf pendant une journée, vous pouvez sans forcément prendre une licence à la journée. Donc il y a tous ces aspects-là doivent être embrassés par tout le monde et je suis assez d'accord. L'État doit prendre sa part de responsabilité via l'agence ou les dispositifs d'État, les collectivités, les fédérations, peut-être aussi un peu les usagers, mais ça c'est une autre paire de manches. À ce niveau-là, effectivement, il y a, je pense, une chance. Donc, je pense que la Covid a changé le regard, et effectivement a changé aussi la communication ou le temps de parole accordé au sport. Et on a une autre chance, c'est accueillir les Jeux Paris 2024. Parce que là, ça doit permettre de débloquer certaines situations. Moi, je me rappelle, il y a maintenant une quinzaine d'années, avoir mené une mission pour la Commission européenne, pour les 27 États membres du moment. Et on s'est rendu compte que dans le cadre de cette mission, eh bien, par exemple, l'éducation et le sport, les ministères de l'éducation et du sport dans chaque pays se parlaient, alors qu'en dehors d'une mission européenne, ils ne se parlaient pas. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque le sport est dans le giron du ministre de l'Éducation. Mais en fait, il y a des opportunités pour décloisonner les sujets. On parle de la pratique du sport. Évidemment que la relation du monde sportif et du monde éducatif est une clé. La relation du monde du travail, c'est-à-dire si on veut que les Français pratiquent du sport, ça se passera probablement dans l'univers de l'entreprise, du sport en entreprise. Pourquoi ? Parce que le temps de chacun est compté. Alors, le travail à la maison peut changer beaucoup de choses, mais là aussi, ça peut permettre de revigorer le tissu associatif et l'utilisation des infrastructures municipales. Mais le travail, la pratique du sport en entreprise, le sport en entreprise peut être un levier de création de liens dans l'entreprise où justement on commence à perdre ses collaborateurs de vue parce que tout le monde travaille à la maison et on commence à avoir une somme de collaborateurs et non plus une équipe. Ça, c'est un vrai sujet et là aussi le sport peut rendre service. Donc on a des opportunités, il y a des challenges, la transformation culturelle en est un, la transformation digitale en est un autre. Mais moi j'ai envie de regarder la période 2026-2030 de façon positive et optimiste. Je crois qu'on a de vraies chances à saisir. Deuxième mot de la fin, Ludovic. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais sur les challenges, je pense qu'il y en a un. Il y a un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est la transformation du modèle. Alors moi je serais intéressé par avoir l'avis de l'élu. Nous aujourd'hui on accompagne, on est sollicité par des clubs associatifs qui souhaitent se transformer en société coopérative. Donc soit on est sollicité par des clubs et par des collectivités, les élus, qui disent moi mon club je lui donne 100 000 € de subvention mais j'ai pas voix au chapitre, je ne sais pas ce qui se passe, sa gestion elle est opaque et en même temps il y a un tel enjeu avec ce club de pratique pour les gamins de l'école de hand ou de l'école de foot ou peu importe, et de cohésion et de santé, que aujourd'hui je me dis être sociétaire
avoir une part de mon club et donc d'être intégré dans la gouvernance et les choix stratégiques, ça m'intéresse. Donc il y a beaucoup d'autres avantages à ce modèle-là et je serais intéressé par avoir de l'avis de l'élu sur cette transformation. Des associations sportives, alors mon propos n'est pas de dire que toutes les associations vont devoir se transformer. Non, le statut associatif, cette transformation-là, elle dépend des projets, des territoires, du contexte, etc. On est bien d'accord. Mais je pense qu'il y aura quelques transformations à venir sur cette période 2026-2030. Et il y en a déjà qui mènent ces démarches-là et qui sont en train de se transformer. Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Pour le coup, je n'ai pas été confronté au problème, mais peut-être que la taille de ma commune est peut-être trop faible pour avoir cette problématique. Le sport, pour moi, il se pratique en club. Voilà, il n'y a pas pour le lieu de dire il faut qu'on le transforme sur un modèle privé, d'autant plus à un moment où on s'aperçoit que les dirigeants des associations en question sont quand même une denrée très rare. Donc c'est-à-dire que passer d'un modèle associatif où on a du mal à trouver des présidents, secrétaires, trésoriers, à un modèle privé où les gens vont avoir des responsabilités avec un enjeu économique derrière certains, parce qu'une association, le jour où ça ne marche pas, on ferme la porte. Et puis voilà, le jour où on est sur une société privée, quand il y a une difficulté, il faut que le président ou les sociétaires y mettent la main à la poche. On n'est pas tout à fait sur le même modèle. Et puis, il y a aussi dans une structure privée, une attente. C'est-à-dire que les gens peuvent être, autant au niveau d'une association, les gens peuvent dire on est des bénévoles, voilà, on fait ce qu'on peut, on le fait en dehors d'une activité professionnelle. On peut être beaucoup plus rigoureux quand on est dans une structure privée. Et c'est-à-dire que les gens qui sont sociétaires vont dire mais moi j'ai acheté quelque chose, donc je veux avoir une réponse à ça. Et le jour où le club ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'entraîneur et tout, c'est compliqué. Donc pour moi aujourd'hui, le modèle associatif a encore de beaux jours devant lui. Par contre, effectivement, si le modèle associatif doit s'ouvrir au domaine concurrentiel, en offrant des pratiques sportives, l'utilisation de terrain ou de la pratique sportive où les gens vont prendre leur application et puis dire moi je prends un créneau. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup on touche à un monde lucratif où là c'est peut-être le modèle associatif qui doit se transformer. Je ne sais pas s'il faut qu'on bascule tout de suite vers le monde privé. Peut-être que le mode associatif doit... L'association est privée déjà. C'est une entité de droit privé. Comme la société coopérative. Oui, on est d'accord, mais à but non lucratif et avec une responsabilité qui est très 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 limitée quand même. Oui. Mais voilà, moi pour le moment, je n'ai pas été confronté au problème. Ce n'est pas un sujet qu'on a étudié avec l'ANDES, mais pour le coup, effectivement, pour boucler la boucle, cette étude va peut-être nous ouvrir les opportunités et nous montrer que c'est peut-être ce schéma-là qu'il faut regarder. En tout état de cause, on a ce qu'on disait tout à l'heure, des planètes qui s'alignent, la sortie de Covid, l'arrivée des Jeux Olympiques, l'échéance électorale l'année prochaine. Je pense qu'on va beaucoup parler de sport dans les mois qui viennent. Il ne faut vraiment pas qu'on loupe cette opportunité-là, pour quelques domaines que ce soit, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait deux fois l'occasion d'en parler autant. Exactement, et on rappelle que votre prospective, le rendu est prévu, je crois, pour mars-avril 2022. C'est ça. Et il faut quand même le dire parce que je dirais pas que c'est unique, mais preuve que les choses avancent quand même dans notre pays. Il y aura 4 collèges, entre guillemets, qui vont travailler dessus, l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le secteur économique. C'est-à-dire que ce sera vraiment un rayonnement un peu 360 degrés, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on ne cloisonne pas et on essaie de faire travailler tout le monde ensemble. Merci messieurs d'avoir été avec nous. 30 minutes, c'est bien trop court pour évoquer ce genre de thématique. Il y a plein de questions qui devaient se poser. Je me dis que vous avez plein d'autres choses à dire. J'espère qu'on aura une autre émission pour en parler en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.